Ce balado est une présentation du TLFQ, Trésor de la langue française au Québec, groupe de recherche de l'Université Laval. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la balado du Trésor de la langue française au Québec, groupe de recherche basé à l'Université Laval. Je m'appelle Raymond Poirier, j'ai le plaisir de partir avec vous à la découverte de ce trésor et également les outils qui lui sont associés. Je dis outils parce qu'on va s'y hasarder. Je pense qu'on en parlait dans le dernier épisode. On a dressé l'historique un peu ou certains jalons, à tout le moins, de l'histoire du Trésor de la langue française au Québec. Et on s'est dit, on va plonger dans des outils. Il y en aura deux, je pense qu'on va essayer de mettre de l'avant au fil des prochaines minutes. D'un côté, l'index lexicologique québécois et de l'autre, le fichier lexical. Et pour en jaser avec nous, un ancien directeur du Trésor de la langue française au Québec, Claude Poirier. Bonjour. Bonjour. Et l'actuel directeur du Trésor de la langue française au Québec, Robert Vézina. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être d'entrée de jeu, donc je disais deux importants outils. Commençons par l'index lexicologique québécois. Essentiellement, si on avait à le présenter, j'imagine que ça réunit des mots, des expressions qui ont fait l'objet d'une étude, d'un commentaire depuis le début du 18e siècle dans un ouvrage savant. Donc, normalement, c'est ça, un index lexicologique. Oui, c'est ça. L'idée, c'était de trouver une façon d'accélérer la recherche de ce qui a déjà été dit sur un mot. Prenez un mot comme, poignée. On n'est pas les premiers à l'observer. Il y en a d'autres qui en ont parlé. On en a parlé pour le condamner, parfois pour le décrire. Et là, c'était perdu dans des journaux, dans des chroniques de journaux du 19e, 20e siècle. C'était vraiment une jungle. Là. C'était dans des revues scientifiques. C'était dans des romans. Des fois, quelqu'un ajoute une note pour expliquer un mot. Alors, tout ça, il fallait faire le tour de ça. Sinon, on se retrouvait, pour rédiger un article, on passait 3 semaines à faire le tour, puis on trouvait encore rien. Là, vous ouvrez l'index, vous avez la liste de toutes les sources que nous avons dépouillées. Nous avons dépouillé des milliers. En tout cas, il y a 500 000 relevés dans l'index lexicologique. 500 000 relevés. En fait, j'ai les statistiques sous les yeux, M. Poirier. En fait, on parle de 3 742 sources différentes, oui. 131 987 formes, 509 824 relevés distincts. C'est énorme. Vous avez des chiffres, là. C'est énorme comme chiffre. On devine l'ampleur du travail pour réussir à faire cet exercice-là. Il faut voir que chacun de ces mots-là a été recueilli par quelqu'un qui l'a mis sur fiche puis l'a fait entrer dans la base. C'est moi qui ai décidé en 79 qu'on allait informatiser ça. Et parce que M. Junot n'était pas d'accord avec ça. Il voulait pas qu'on perde de temps avec ça. J'ai dit, on va gagner du temps fou. On a informatisé la base. À partir de 79, ça a commencé par des cartons perforés. C'était la croix et la bannière, là, vraiment. Ensuite, ça a été des disques, un disque central qui était au centre de traitement informatique. Et enfin, ça a été sur nos ordinateurs. Là, ça a été transformé plusieurs fois. D'une fois à l'autre, la programmation a été refaite parce que l'informatique a évolué beaucoup. C'était vraiment de culbute en culbute. On a fini par faire le projet. Et aujourd'hui, cette base-là est consultée dans le monde entier. Il faut savoir que l'index lexicologique québécois et le fichier lexical sont des bases qui servent énormément. S'il y a une panne de nos ordinateurs, une demi-heure après, on a des messages de l'Allemagne, de l'Italie, des États-Unis. Les gens qui disent, qu'est-ce qui se passe? Ça prouve que les gens se servent de notre base. Et en fait, on parle de richesse, justement. Je pense qu'il faut bien faire comprendre aux gens à quel point c'est un instrument de première importance pour la recherche sur le français en Amérique du Nord, pour la préparation dictionnaire, pour la réalisation d'articles de recherche et le reste. Donc, c'est un outil, vous le dites, qui est très utilisé. Pouvez-vous nous donner un peu des exemples peut-être où nous aider à bien saisir la richesse que ça représentait pour la communauté? Je vais vous donner un seul exemple. L'exemple de l'Italie. Il y a une étudiante qui est devenue professeure, qui a créé une base de données sur les québécismes. C'est servi de notre base et elle veut se servir de ça pour la traduction des œuvres québécoises en italien. Donc, sa base sert à ça. C'est un ouvrage, c'est un travail, une entreprise complètement différente de la nôtre, mais qui se nourrit de notre projet. S'il n'y avait pas de projet, elle n'aurait pas pu faire son travail. Et donc, pour développer l'index lexicologique, donc on se lance, on choisit un mot, on commence à fouiller dans différentes fiches. Je veux dire, comment on procède, et j'imagine dans un contexte où en plus on trouve des nouvelles occurrences au fur et à mesure des recherches, donc on est constamment en train de travailler sur des nouveaux mots autant que de trouver des éléments sur des mots qu'on a déjà travaillé. C'est ça. Donc c'est une recherche, surtout actuellement. Robert est très, très rigoureux là-dessus. Les exemples. Et il insiste beaucoup plus que ce que j'ai fait moi-même sur la nécessité de reculer les dates d'attestation. Parce que si on cherche bien, on trouve souvent des exemples plus anciens. Donc
Donc, la personne qui fait l'article aujourd'hui, là, prend la documentation de TLFQ, puis elle la multiplie, dans le fond, avec ces nouvelles sources. Avec l'informatique qu'on a aujourd'hui, les journaux sont informatisés, les romans anciens sont informatisés. Donc, on cherche là-dedans par les bases, comme la base de BANQ à Montréal, Bibliothèque nationale de Montréal. Il y a beaucoup de choses. Il y a également dans une base de données qui s'appelle Canadiana. Beaucoup de documents anciens qui sont disponibles. On peut chercher là-dedans. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais avec l'habitude, on réussit à faire quelque chose de bien. L'index lexicologique québécois a, entre autres, permis, selon moi, de faire connaître des ouvrages qui avaient été plus ou moins oubliés, des glossaires qui ont été conçus de la fin du 19e siècle au début du 20e. Par exemple, le glossaire franco-canadien d'Oscar Donne, le dictionnaire de Sylvain Clapin, le glossaire du parler français au Canada. Tout ça, en fait, ces ouvrages-là ont été dépouillés en vue d'enrichir l'index lexicologique québécois. Et je remarque que, justement, à la même époque de la fondation du TLFQ, plusieurs de ces ouvrages ont fait l'objet de rééditions par les presses de l'Université Laval. D'ailleurs, je me suis toujours demandé s'il y avait eu un lien entre le fait que le TLFQ s'est mis à utiliser ces ouvrages-là, à les exploiter, à les mettre en évidence parfois dans les historiques que vous rédigiez des différents mots que vous avez traités, et le fait que, ah mon Dieu, ces ouvrages-là sont désormais difficiles à trouver, on va les faire rééditer. Est-ce que vous avez joué un rôle au TLFQ dans l'idée par les presses de l'Université Laval de rééditer ces ouvrages-là? Je crois que les presses avaient déjà commencé parce que le glossaire du parler français au Canada était le premier à être édité en 68, je crois. Je crois pas que ce soit nous mais les autres, oui. Parce que les autres, la preuve, c'est Junot qui écrit des préfaces de Clapin, de Dionne, de Donne. Là, c'est nous qui avons joué un rôle, là. Mais au départ, c'était déjà dans l'air, je crois. Si on présente l'autre outil qui est au cœur des discussions de l'épisode actuel, le fichier lexical, j'ai envie de dire, c'est encore une œuvre, un travail assez magistral, assez immense, en fait. Au départ, on explorait la langue des documents anciens et éventuellement, ça a mené à la constitution d'un fichier lexical qui était représentatif des usages caractéristiques du français au Québec de la colonisation à nos jours. Donc, ça a commencé par l'étude du français ancien, dans le fond. Ça a commencé par l'étude du français ancien. Moi-même, j'ai fait on appelait ça une thèse de maîtrise à l'époque sur la langue du notaire Vachon. Donc, j'ai fait une étude phonétique, mais en même temps, suivant ce que Junot m'avait enseigné, j'ai recueilli le lexique. Alors, j'ai fait un lexique. Donc, je suis arrivé avec mes boîtes de chaussures, 4-5 de mots qui étaient chez Vachon. Et aujourd'hui, quand je fais des articles, je suis heureux de reconnaître, parmi les premières attestations, le notaire Vachon, qui a exercé de 1658 à peu près jusqu'en 1712, autour de ces dates-là. Donc, à Beauport. À Beauport. C'était à Beauport. Mais il n'y a pas seulement moi qui en ai fait. Il y a, je me rappelle, Claude Paradis, qui est devenu professeur à Laval également, a fait une thèse là-dessus. Et plusieurs autres étudiants ont fait des thèses sur des notaires, la langue de certains notaires. Il faut voir ce que c'était. Le notaire il y avait un décès, par exemple. Le notaire allait se présenter chez la femme éplorée ou l'homme éploré, puis il faisait le tour de la maison pour faire l'inventaire des biens. Alors, en faisant l'inventaire des biens, il les nomme, il n'avait pas le choix. Alors, c'est très intéressant. Le vocabulaire courant, usuel est là. Pas les verbes, pas les adjectifs, les objets, les mots qui désignent des objets. Mais c'est très important parce qu'on se rend compte qu'en comparant les données, ce qu'on peut apprendre. Par exemple, vous avez un mot comme carotter. On le trouve pas avant une chemise carottée. On trouve pas ça beaucoup avant le 1760. Après 1760, c'est courant. Non, les gens disent c'est dû à l'anglais. Mais non, en anglais, ça n'existe pas. C'était un mot français qui venait des régions de France, mais il y avait d'autres mots qui étaient là, qui vivaient, qui étaient employés par les gens qui écrivaient. Donc, vous avez des mots également qui sont succédés, comme le mot qui désigne la bouilloire. La bouilloire, ça se disait coquemare en ancien français. Et ça s'est maintenu au Québec. C'est encore connu en Acadie. Un coq, c'est Q-U-A-M-A-R. Mais au Québec, on avait le mot coquemare dans nos archives. Arrive la conquête, coquemare disparaît en quelques années. On trouve bombe et canard partout au Québec. Alors on s'est dit, c'est ces mots-là qui étaient là au début. Ils étaient là en même temps que coquemare, mais ils s'écrivaient pas. Il y avait quand même une certaine norme sur le régime français qui était encore. C'était ceux qui nous administraient étaient des Français de France. Ben, quand ils sont partis, ben là, le français québécois a explosé. Vraiment, il a pris toute la place. C'est pour ça que dans notre usage au Québec, on a de la difficulté à
à distinguer la langue standard. Dans la langue standard, on introduit toutes sortes de choses. On parlait des journaux, Le Devoir, par exemple. Il va introduire beaucoup de mots dans la langue parlée parce que les gens s'attendent à avoir ces mots-là. C'est des mots qui les représentent. Et ce serait dommage si on avait oublié cet héritage-là. Oui, un peu comme quand on parle des textes de notaire, mais techniquement, c'est des documents légaux. Donc, il y a un passage d'une langue qui normalement serait parlée, mais vers une langue qui d'apanage juridique, à la limite? Ben, dans les documents d'archives, vous avez une bonne moitié du document qui c'est des choses, des formules toutes faites incompréhensibles, de toute façon. Mais on s'attarde, nous, au travail du notaire quand il nomme les objets, quand il fait le tour de la maison. Il fait le tour de la grange, il fait le tour de la cuisine. Il nomme tous les objets qu'il rencontre. Là. Et ça, c'est l'assise, dans le fond, du fichier lexical, mais on disait ça a mené, ça a progressé. Donc, on a commencé par ce travail-là, puis ensuite, ça a fait boule de neige vers... Ensuite, on a examiné les journaux qui commencent en 1764 avec la Gazette du Québec. Alors, la Gazette du Québec est examinée de très près. Il y avait la version anglaise, et puis le texte anglais original, puis la version française. Alors, les mots québécois apparaissent là-dedans, mais d'autres journaux. Alors, les journaux se multiplient au 19e siècle, beaucoup, avec des journaux comme Le Canadien qui a été fondé en 1806, je crois, et l'opinion publique par la suite, et Le Soleil, et la presse vers la fin du siècle. Alors, on s'est acharné là-dessus. On a trouvé beaucoup de choses dans ces documents. Et encore là, ça implique de retourner vers ces documents-là, d'aller chercher à la fois dans les journaux, dans des textes littéraires, et on élargit en fait dans des textes scientifiques, dans des manuscrits, dans des radioromans, téléromans, enregistrements oraux, archives, etc. Dans les enquêtes qui ont été faites pour les archives de folklore de l'Université Laval ont été parcourues. Donc, il y a beaucoup de documents qui ont été scrutés, et les exemples figurent dans nos... On est peut-être le seul dictionnaire qui a scruté les documents de cette façon-là. Il les a fait... ça fait apparaître dans des articles de dictionnaire. Donc, le vieux de Saint-Anselme, il peut être cité. C'est en 1948 qu'on a recueilli son témoignage, il est cité. Et qu'est-ce qui fait justement qu'on a choisi d'élargir peut-être un peu les sources documentaires, de ratisser peut-être un peu plus large, dans le fond, bout de compte? Parce qu'on voulait être complet. Au départ, on avait l'objectif d'être complet, mais évidemment, on ne sera jamais complet. Il y en a trop. Mais ça nous permettait aussi de mieux juger des emplois. Les emplois qui sont aujourd'hui courants, est-ce qu'ils sont d'origine... est-ce que le peuple qui les a amenés, ou bien alors c'est les gens plus instruits qui les ont créés? On se rend compte que la plupart des mots, c'est le peuple qui les a créés. Donc, mais il y a des mots savants, plus savants. Aluminerie, par exemple, ça doit pas être le peuple qui a créé ça, là, je me rappelle pas comme tel. On trouve ça à partir de la fin du 19e siècle. Oui, il y a aussi les récits de voyage. On se rend compte que, au départ, la colonie laurentienne, l'Acadie, donc finalement, ce qu'on appelait le Canada, a attiré l'attention d'énormément de gens au cours des siècles. Il y a eu beaucoup de gens, des Français, des Européens, d'autres pays, qui sont venus ici en voyage, parfois lors de séjours relativement longs, et ils ont laissé des écrits qui sont devenus des sources assez riches d'emplois, qui sont devenus des emplois québécois ou canadiens au sens large. Et ces ouvrages ont été dépouillés de manière approfondie aussi. Tu sais, les ouvrages de Lahontan, du baron de Lahontan, par exemple, les écrits du marquis de Bougainville, les relations des Jésuites, absolument, qui sont d'une richesse incroyable, notamment pour le vocabulaire de la faune et de la flore. Par exemple, les missionnaires, ça c'est vrai, avec les relations des Jésuites, là, ils observent beaucoup les Autochtones, donc ils écrivent à propos des Autochtones, donc il y a des mots qui ont été empruntés aux langues des Autochtones qu'on retrouve pour la première fois à l'écrit dans des sources de missionnaires, tu sais, des sources écrites par des missionnaires, des militaires aussi qui les ont côtoyés là, parce qu'ils étaient dans des forts, ce qu'on appelait des forts, un peu partout sur le territoire de la Nouvelle-France. Donc, il y a une richesse de documentation assez large là, à partir du régime français. Notamment, on aurait pu parler d'un glossaire qui est devenu tellement important par la suite. Il est assez unique, c'est le fameux glossaire du père Potier. Oui. Je vais te laisser en parler par ailleurs parce que cet ouvrage-là est remarquable dans sa nature même et par rapport à l'importance qu'il revêt pour la documentation de l'histoire du français canadien. C'est remarquable qu'on ait pu conserver ce petit ouvrage-là qui est d'une richesse inouïe. Oui. Est-ce que tu veux... Mais avant de passer, je vais revenir 2 minutes sur des exemples plus anciens. Dans les documents de ces voyageurs-là, on voit souvent naître le mot. Par exemple, le mot de Toka.
Atoka. Les premières attestations qu'on a d'Atoka, on voit que c'est pas français. Comme les Indiens disent, comme les Sauvages disent, Atoka. Ils disent, je suis pas la forme Atoka, c'est une forme un peu différente. Et plus tard, on le trouve, Atoka, il rentre dans la langue. On le voit dans des documents où on voit qu'on l'a absorbé. Et une des difficultés qu'on avait à l'époque, c'est de savoir, est-ce que Champlain, c'est du québécois? Est-ce que Cartier, c'est du québécois? Alors là, il faut arriver à la vision suivante, c'est qu'au 16e siècle, déjà, la langue française circulait sur le document. Les marins, surtout les marins, puis peut-être les chasseurs de fourrure, peut-être, je ne suis pas sûr s'ils étaient là déjà au 16e, mais au 16e, le français marchait. Cette langue-là était celle de Champlain, de Cartier, puis qui est devenue peu à peu du québécois. Mais ces exemples-là sont cités. Champlain est cité comme étant un auteur québécois, d'une certaine façon. C'est lui le premier qui a relevé des mots. Moi, je suis en train de faire l'article Québec. C'est Champlain, le deuxième, en 1603, et le deuxième à avoir nommé la ville de Québec. Pour revenir au Père Potier, c'est un jésuite belge qui était très curieux. Il est parti de Belgique pour venir s'installer au Canada. Il a été missionnaire dans la région de Détroit, mais il a passé par Québec. Donc, partout où il passait, il relevait. Il relevait des mots chez ses collègues. Le père un tel a dit ceci. Il relevait ça. Il donne une courte définition. Des fois, il donne pas de définition, mais il l'a relevé. Là, il a relevé des centaines de mots dont il est le premier à attester l'usage au Canada. Le glossaire du Père Potier, c'est un glossaire extrêmement important parce qu'il donne souvent la première attestation des mots, puis dans des contextes très, très intéressants. Oui, ça devient utile, dans le fond, de savoir à quel moment ce mot-là a commencé à apparaître dans le langage, puis après ça oriente toutes les autres instances qu'on va retracer, dans le fond, par la suite. Il y a eu après lui le glossaire de l'ancien maire de Montréal, Jacques Vigée, donc il a relevé au début du 19e siècle un glossaire qu'il a refait plusieurs fois, il a fait plusieurs versions de son glossaire. C'est une richesse incroyable, là aussi. Il nous explique comment les choses... Par exemple, pour le mot graffinier. Graffinier, c'est un mot qui est perçu comme québécois aujourd'hui, alors que les Français disent égratigner, mais au 17e siècle, on disait également graffinier. Alors, cet auteur-là nous décrit le mot graffinier, il nous dit que c'est pas tout à fait pareil comme égratigner. Graffinier, ça fait une marque sur la peau, tandis que égratigner, c'est pas tout à fait pareil. Il rentre dans des discussions très, très subtiles, dans le fond, c'est très utile pour nous. Et pour se figurer un peu l'ampleur de ce projet-là, l'essentiel, en fait, d'ailleurs, du fichier lexical, c'est construit quoi entre 1975 et 1990. Aujourd'hui, on parle de pratiquement plus d'1 200 000 citations. Et à une certaine époque, en fait, si on se figure en termes d'espace, les classeurs occupaient essentiellement une salle entière. C'est la pièce patrimoniale presque du Trésor de la langue française au Québec. C'est encore le cas. Les classeurs occupent toute la place. C'est 80% de l'espace. C'est des classeurs. Il reste quelques petites places pour des chaises, des bureaux pour qu'on puisse travailler. Donc, on a une documentation. Mais c'est sûr que c'est un peu souffrant quand même, parce que moi, je travaille encore aux articles. Je pèse quand les fiches sont dans le classeur du bas, le tiroir du bas, toujours à genoux pour réussir. Il y a des petites misères liées au mode de fiches que nous avons fait, là. Si c'était tout informatique, ce serait donc génial. Il y en a à peu près le tiers d'informatisés. Donc, on peut déjà... Ce qui est intéressant dans les exemples informatiques, c'est qu'on peut chercher non seulement les mots, mais tous les autres mots. Parfois, dans un exemple qui a été cité, on ne s'est pas aperçu que tel autre mot également serait intéressant, mais on peut l'attraper par le fichier. Alors, si tout était informatique, ça serait incroyable. Je ne crois pas que ce sera possible avant encore un bon bout de temps, parce que les fiches sont souvent faites à la main. Il y a des écritures qui sont pas faciles à lire, notamment la mienne. Je ne sais pas si un jour on va pouvoir reprendre ça. Parce que la richesse est là. J'aimerais que tu nous parles aussi de la présence du fichier là, de la Société du parler français au Canada, là, un meuble en bois. Donc, oui. Le TLFQ a hérité du fruit des travaux de cette société-là. Oui. Donc, comment c'est arrivé? Puis, peux-tu nous décrire ce qu'on retrouve dans ce fichier-là? Il faut bien comprendre que l'étude du vocabulaire québécois, c'est surtout caractéristique de Québec, comparativement à Montréal. C'était notre spécialité à Québec. On a commencé
créé, avec Adjutant Rivard a créé la Société du parler français au Canada en 1902, mais il avait déjà commencé à travailler avant. Et à partir de ce moment-là, il y a eu il y a eu un mouvement d'intérêt pour le lexique québécois, ce qui a conduit à la publication du glossaire du parler français au Canada en 1930. Alors, Rivard avait avec Geoffrion et d'autres, organisé une enquête à travers tout le Québec. Alors, ils ont fait ça sur des fiches. Des fiches, il n'y avait pas le moyen d'acheter des fiches standards. Ils prenaient des cartes de visite, puis ils écrivaient les mots. Alors, on a ce bijou-là, un meuble plein de cartes de visite avec des mots québécois qui sont définis. On l'a relevé à Trois-Rivières, on l'a relevé à Yamachiche, on l'a relevé à la Jonquière. Donc, ça nous donne une idée de la répartition des mots vers 1904-1905 à peu près. Là. Alors, ce fichier-là est encore utilisé par les autorités. Souvent, on a une première attestation dans ces fichiers-là. Il y avait aussi des fiches plus grandes avec l'ensemble là, des régions du Québec qui y sont nommées, puis c'était pas distribué via les réseaux des paroisses ou par il n'y avait pas des enquêtes qui se faisaient, du moins pour la lettre A, les mots qui commençaient par A, là, il y a une enquête qui avait commencé à être faite avec une ampleur plus grande. Là. Oui, il y a Louis Mercier qui était mon ancien collaborateur, qui a été professeur à l'Université de Sherbrooke par la suite, qui a fait une étude approfondie là-dessus. Je ne pourrais pas m'avancer sur la question que tu poses. C'est vraiment lui qui a fait le tour de ça. On va trouver réponse à ces questions-là dans son livre. Et tout ça nous amène peut-être, en fait, vous disiez que justement à Québec, il y avait une belle historique de la recherche sur le français québécois. J'imagine, si on fait du pouce là-dessus, que ça explique aussi pourquoi le TLFQ s'est fixé à Québec au départ et n'a pas été installé ailleurs dans la province. C'est ça. Faut dire que depuis le début, Québec et Montréal ont été en rivalité. Je l'observe dès les premiers documents à l'époque de Champlain déjà. Il y a une rivalité entre les deux villes parce qu'ils veulent tous attirer l'attention du roi. Québec est favorisé, c'est la capitale de tous les pays d'Amérique, comme dit un des auteurs de l'époque. Tandis que Montréal était boudé un petit peu au départ. Mais il s'est bien mangé parce qu'ils ont eu les Canadiens, nous on a eu les Nordiques bien après. Et le fichier lexical, donc, devient conjointement, donc, avec l'autre document d'index lexicologique québécois, c'est deux des outils phares, et ça devient, dans le fond, aussi les assises du dictionnaire historique du français québécois, dont le premier volume a été publié en 98 aussi. Donc, tout s'imbrique, en fait, et tout vient servir les orientations, les travaux qui sont menés dans, justement, le développement de l'histoire, dans le fond, du français. Si on n'avait pas commencé par faire ces deux bases-là, je pense qu'on aurait perdu notre temps. On aurait publié très peu de choses. Parce que chercher à mesure quand on a besoin des choses qui n'ont pas été ramassées avant, c'est très difficile. Là, je regarde le mot sauvage, par exemple. C'est un mot qui est un peu discutable de nos jours, semble-t-il. Là, on a peut-être 2000 fiches sur le mot sauvage. On a tous les emplois du mot. On s'aperçoit, par exemple, que le mot n'était pas du tout neutre au début. Il était neutre, excusez, au contraire. C'était un mot qui était neutre. C'était pas un mot dépréciatif, chez Champlain notamment, alors qu'aujourd'hui, on le voit de façon négative. Donc, l'histoire des mots peut être possible grâce à nombreuses fiches qui ont été ramassées sur ce mot-là. Le mot poignet, on doit avoir 1000 fiches aussi. Le mot, je sais pas, le mot tirer au poignet, je sais pas combien de fiches qu'on a, mais si on n'avait pas cette base-là, on aurait beaucoup de difficultés à faire l'histoire du mot. Il y a le centre de documentation aussi qui est remarquable par rapport au fait là, qu'il est d'une richesse assez unique également. Donc, quelqu'un qui viendrait, qui veut venir faire des recherches, puis il va se rendre compte que la majeure partie des principaux glossaires des dialectes ou patois français, donc les parlers régionaux de France, de Suisse romande et même de Belgique, ils sont sur les rayons du centre de documentation. Oui. Donc, ça facilite beaucoup la recherche dialectologique là, à quiconque s'intéresse au français québécois et cherche les racines européennes de ce français-là. Là, tu fais référence à la bibliothèque du TLFQ qui est aussi un bijou, parce que notre bibliothèque a recueilli des originaux, des volumes originaux de plusieurs époques et réuni des documentations qu'on ne trouve pas ailleurs. Si vous voulez travailler sur l'histoire des Français nord-américains, c'est pas en France, il faut aller, c'est pas aux États-Unis ni en Ontario, c'est à Québec. On
a toute la documentation. Maintenant, les gens ont accès à notre documentation pour la plupart, mais quand on trouve un mot dans l'index lexicologique québécois, il n'est pas dit que la bibliothèque de Toronto possède cet ouvrage-là. Les ouvrages, nous, on les a tous réunis dans la bibliothèque. Donc, vous travaillez sur un mot, vous le trouvez dans l'ILQ, le livre est dans la bibliothèque. Ça, c'était une richesse incroyable. Alors, ça donne une idée, je pense, des outils, de l'évolution de ces outils-là. On l'a dit, c'est des assises nécessaires pour ensuite animer, développer, enrichir, bonifier toute la recherche et tous les travaux qui se sont faits par la suite sur le français québécois. Claude Poirier, je le rappelle, ancien directeur du Trésor de la langue française au Québec, merci beaucoup. Je vous en prie. Et Robert Vézina, directeur actuel du Trésor, merci. Merci à toi. Et je rappelle en fait que vous étiez à l'écoute de la balado du Trésor de la langue française au Québec, groupe de recherche de l'Université Laval.